Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons 5 rencontres mortelles avec des requins à travers le monde. D'un pêcheur du soir dans les rivières de trouble d'Australie à un pêcheur en kayak au large de l'Afrique du Sud qui a attiré le prédateur le plus redouté de l'océan. Mais d'abord, nous commençons au Mexique où un moment d'inattention coûterait la vie à une jeune scientifique. C'était le 21 septembre 2016, lorsque ce qui avait commencé comme des vacances en famille sur l'île de Guadeloupe, au Mexique, s'est transformé en un cauchemar impensable qui entrait tous ceux qui en ont été témoins. L'île volcanique isolée, située à 150 miles au large de la côte de Baja, Californie, se trouve au cœur du site d'agrégation de grands requins blancs le plus notoire du Pacifique. Des eaux cristallines, avec une visibilité dépassant 30 mètres, entourent les rivages rocheux de l'île, où de massives colonies d'éléphants de mer se rassemblent. La température de l'eau de 20 degrés Celsius crée des conditions parfaites pour que les prédateurs de l'océan se rassemblent et chassent. La famille Davis avait affrété un bateau de plongée pour une expédition d'observation des requins unique en son genre pendant leurs vacances au Mexique. Robert Davis, 48 ans, un homme d'affaires prospère de San Diego, avait surpris sa famille avec ce voyage coûteux pour célébrer l'admission de sa fille en école supérieure de biologie marine. Sa femme, Sarah, 45 ans, regardait nerveusement depuis le pont supérieur du bateau tandis que leur fille se préparait pour ce qui aurait dû être le point culminant de leurs vacances. Les opérateurs de plongée expérimentés avaient positionné leur navire stratégiquement près des roqueries de phoques au nord-est de l'île où les données satellites indiquaient la présence de femelles grands requins blancs exceptionnellement grandes. Ramona Davis, une étudiante de 19 ans avec des rêves de devenir biologiste marine, avait supplié ses parents pour cette opportunité de voir des grands blancs dans leur habitat naturel. Son enthousiasme pour la vie marine et son attitude intrépide envers l'océan avaient amené la famille dans cet endroit isolé, malgré les réserves de sa mère concernant les dangers inhérents. Des signaux satellites récents avaient détecté une énorme femelle grand requin blanc dans la région, estimée à près de 19 pieds de longueur. Plusieurs grandes nageoires dorsales avaient été observées passant près du bateau tout au long de la matinée, créant de l'excitation parmi les touristes et l'équipage. Les grands requins blancs sont les prédateurs les plus redoutables de l'océan, capables d'atteindre des longueurs dépassant 20 pieds et des poids de plus de 5000 livres. Ces prédateurs de pointe utilisent des stratégies de chasse sophistiquées, approchant souvent leur proie par en dessous en utilisant leur coloration contre-ombrée pour se camoufler. Les grandes femelles blanches, en particulier les spécimens de grande taille, peuvent montrer un comportement d'investigation accru autour des bateaux et des activités de surface. Leurs mâchoires puissantes contiennent des rangées de dents dentelées conçues pour infliger des dommages maximum aux grands mammifères marins, avec des forces de morsure capables d'écraser les os et de sectionner instantanément les principaux vaisseaux sanguins. La famille profitait de l'observation des requins depuis la sécurité du bateau lorsque Ramona a pris la décision impulsive d'entrer dans l'eau pour voir de plus près, malgré les avertissements stricts du maître de plongée de rester à bord pendant la présence active des requins. L'erreur fatale s'est produite lorsqu'elle s'est échappée des yeux vigilants de ses parents et est entrée discrètement dans l'eau depuis la plateforme de baignade du bateau, croyant pouvoir observer les requins en toute sécurité depuis la surface. L'eau cristalline offrait une visibilité parfaite, mais la rendait également très visible pour les prédateurs en dessous. Le grand requin blanc massif, estimé à 19 pieds de long, patrouillait dans les profondeurs sous le navire, attiré par l'activité concentrée et les vibrations du bateau. L'apparition soudaine d'un humain dans l'eau a déclenché une réponse d'investigation immédiate. S'élevant verticalement depuis 30 pieds en dessous, l'énorme requin a accéléré à travers la colonne d'eau avec une puissance explosive, sa forme massive devenant visible pour la famille horrifiée seulement dans les dernières secondes. Le premier coup est venu directement sous Ramona alors qu'elle flottait à la surface, complètement inconsciente du prédateur approchant. Les mâchoires caverneuses du requin, s'étendant sur près de 3 pieds de large, ont englouti toute sa section médiane avec une force dévastatrice. Les dents acérées comme des rasoirs, mesurant chacune plus de 2 pouces de long, pénétrèrent profondément dans les tissus mous, sectionnant les principaux vaisseaux sanguins et écrasant les organes vitaux. L'impact souleva Ramona complètement hors de l'eau avant que le poids du prédateur massif ne l'entraîne sous la surface. Robert et Sarah Davis regardaient avec une horreur absolue depuis le pont du bateau alors que leur fille disparaissait sous l'eau cramoisie. Les secousses puissantes de la tête du requin créaient une perturbation violente à la surface alors que le comportement instinctif de prédation du prédateur prenait le dessus. Le grand requin blanc massif a maintenu sa prise, tout en plongeant rapidement, emportant Ramona dans les profondeurs, tandis que ses parents criaient désespérément depuis le dessus. L'équipage du bateau a immédiatement lancé des efforts de sauvetage, jetant des bouées de sauvetage et déployant du matériel d'urgence, mais le requin massif avait déjà disparu dans le vide bleu en dessous. L'attaque a duré moins de 90 secondes, du contact initial à l'immersion finale, ne laissant que de l'eau agitée, des débris flottants et l'odeur métallique du sang, comme preuve de la tragédie. La famille Davis a été évacuée vers le continent dans un état de choc et de traumatisme complet. Les autorités maritimes mexicaines ont lancé une enquête immédiate sur l'incident en se concentrant sur les protocoles de sécurité pour les touristes lors des opérations d'observation des requins. La communauté de plongée a été bouleversée par la perte d'une jeune femme dont la passion pour la vie marine l'avait amenée dans l'un des environnements les plus dangereux de l'océan.
La tragédie à l'île Guadalupe ne serait pas la dernière rencontre avec un requin à coûter une vie cette année-là. Quelques mois plus tard, dans les eaux troubles et saumâtres de la rivière Brisbane en Australie, un autre chercheur ferait face à un prédateur très différent, mais tout aussi mortel, alors que Vaughan Price se préparait pour ce qui semblait être une soirée de pêche routinière. C'était le 17 janvier 2015, lorsqu'une paisible soirée de pêche le long de l'embouchure de la rivière Brisbane dans le Queensland, en Australie, s'est terminée par une tragédie qui a choqué la communauté locale des pêcheurs. L'estuaire saumâtre, où la rivière rencontre la baie de Moreton, crée un écosystème unique où l'eau douce et l'eau salée se mélangent, formant des canaux bruns et troubles qui serpentent entre les rives bordées de mangroves et les pylônes du port industriel. Les récentes fortes pluies avaient dégonflé la rivière, poussant les sédiments en aval, réduisant la visibilité à moins de 3 pieds. Dans une telle faible visibilité, les requins bulldogs comptent presque entièrement sur l'électroréception et la détection par ligne latérale, rendant les morsures par erreur d'identité beaucoup plus probables. La marée montante a transporté des bancs de poissons appâts dans les eaux peu profondes, créant des conditions d'alimentation parfaites pour les résidents les plus dangereux de l'estuaire. Les requins bulldogs dans la rivière Brisbane mesurent généralement entre 6 et 9 pieds, bien que des individus rares dépassant 10 pieds aient été enregistrés. Vaughan Price, un pêcheur amateur de 32 ans et barista à temps partiel, avait choisi cet endroit pour sa réputation parmi les pêcheurs locaux de produire des saumons threadfin et des dorades de qualité lors des changements de marée en soirée. L'accompagnait de ses compagnons de pêche habituels, Declan Ace, un barista de 31 ans qui gérait la préparation des équipements à terre, et Martha Telly, une étudiante diplômée de 28 ans qui documentait leur prise pour un forum de pêche local. Le trio avait choisi ce tronçon près des pylônes du port car des rapports récents indiquaient que des jeunes requins bulldogs étaient remontés dans le fleuve après le ruissellement de la tempête. La pêche du soir avait été productive, avec plusieurs dorades de qualité déjà capturées. Cependant, Vaughan avait décidé d'utiliser une cordelette traditionnelle attachée à la taille pour garder sa prise fraîche dans l'eau tout en continuant à pêcher. Les poissons saignants créaient une traînée odorante qui s'étendait dans le courant trouble, un détail qui s'avérerait fatal à l'approche de la nuit. Les requins bulldogs sont parmi les requins les plus dangereux au monde, spécialement adaptés pour survivre à la fois dans les environnements d'eau salée et d'eau douce. Ces puissants prédateurs patrouillent régulièrement les systèmes fluviaux et les estuaires, particulièrement après de fortes pluies lorsque le ruissellement crée des conditions de chasse idéales. Les requins bulldogs sont très territoriaux et agressifs, avec une carrure trapue et une tête large conçue pour une force de morsure puissante. Leur capacité à tolérer l'eau saumâtre leur permet de s'aventurer loin en amont où les victimes inattendues s'attendent rarement à rencontrer de tels prédateurs redoutables. Alors que le soleil commençait à se coucher, Vaughan s'avança dans l'eau jusqu'aux cuisses, près des ombres des pylônes, lançant vers une structure prometteuse où les dorades se rassemblent généralement lors des changements de marée. 2 poissons substantiels pendèrent de la corde attachée à sa ceinture, leurs blessures libérant un flux constant de sang dans le courant. L'utilisation de cordes attachées à la taille dans les estuaires de requins bulldogs est largement déconseillée, car les poissons blessés créent un sillage odorant que les requins suivent avec une grande précision. La traînée odorante dérivait en aval le long de la ligne de remous, attirant l'attention d'un requin bulldog de 3 mètres qui patrouillait dans les canaux plus profonds. Le prédateur massif suivait la trace de sang en amont avec une précision méthodique, sa puissante queue le propulsant à travers l'eau trouble avec une discrétion surprenante. Les requins bulldogs sont des prédateurs embusqués, capables de pousser de vitesse explosive lorsqu'ils attaquent une proie. Le requin détectait les mouvements de Vaughan grâce à son système de ligne latérale 1, se concentrant sur les impulsions électriques générées par ses contractions musculaires. L'attaque est survenue sans avertissement, alors que Vaughan se concentrait sur le maniement de son leurre près de la structure du pylône. Le requin bulldog a exécuté une frappe latérale dévastatrice. Ses mâchoires massives se refermant sur la partie supérieure de la cuisse droite de Vaughan et sur le poisson saignant simultanément. Les dents coniques du requin ont pénétré profondément dans le tissu musculaire tandis que la force de morsure écrasante sectionnait instantanément l'artère fémorale. L'impact a projeté Vaughan en arrière dans l'eau jusqu'au genou alors qu'une hémorragie massive commençait immédiatement. Le puissant mouvement de tête du requin bulldog a intensifié les dommages au tissu, ses dents sciant à travers les muscles et les vaisseaux sanguins avec une efficacité dévastatrice. La prise du prédateur est restée ferme pendant plusieurs secondes avant qu'il ne relâche et commence à tourner dans l'eau peu profonde, le goût du sang déclenchant un comportement agressif accru. Les compagnons de Vaughan sur le rivage ont immédiatement reconnu la gravité de la situation alors que l'eau autour de lui devenait cramoisie. Stellan et Martha se précipitèrent dans les bas-fonds, tirant Vaughan vers la rive tout en appliquant une pression directe sur la blessure massive. Cependant, la blessure à l'artère fémorale avait entraîné une perte de sang catastrophique qui ne pouvait pas être contrôlée avec des mesures de premier secours de base. Le vaisseau principal avait été complètement sectionné par la morsure du requin. Malgré leurs efforts désespérés pour arrêter l'hémorragie en utilisant des vêtements et des serviettes comme pansement compressif improvisé, l'état de Vaughan s'est rapidement détérioré. La combinaison de la perte de sang massive et du choc a submergé la capacité de son corps à maintenir la circulation. Quelques minutes après l'attaque, Vaughan a perdu connaissance alors que sa tension artérielle chutait à des niveaux critiques. Les services d'urgence sont arrivés en 15 minutes, mais la gravité des blessures a rendu l'intervention médicale impossible.
Les autorités du Queensland ont lancé une enquête sur l'incident en se concentrant sur les mesures de sécurité publique dans les habitats connus des requins bulldogs. La communauté locale de pêcheurs a été dévastée par la perte d'un pêcheur respecté. La famille de Vaughan a créé une fondation pour la sécurité aquatique en sa mémoire. L'attaque dans la rivière Brisbane a mis en lumière les dangers cachés dans les eaux côtières de l'Australie, mais ce ne serait pas la dernière rencontre avec un requin cette année-là. À des milliers de kilomètres de là, à Hawaï, une autre jeune personne allait bientôt découvrir que même les cadres océaniques magnifiques peuvent cacher des surprises mortelles, alors que Mathilda Bell se préparait pour une session de surf matinale parfaite. C'était le 5 décembre 2017, quand ce qui aurait dû être une parfaite session de surf matinale à Ehukai Beach, sur la légendaire côte nord d'Oahu, est devenu un rappel brutal que même les plus belles eaux d'Hawaï cachent des dangers. La plage emblématique, connue mondialement pour le célèbre Banzai Pipeline, s'étendait le long de la côte avec une eau cristalline. Des vents légers et offshore ont façonné les petites vagues en conditions parfaites. Mathilda Bell, une étudiante de 19 ans et surfeuse accomplie, était arrivée à Ehukai avec son équipe de surf habituelle. Avec elle se trouvaient Charlie Smith, un employé de magasin de surf de 20 ans, et Rochelle David, une stagiaire sauveteuse de 21 ans complétant ses exigences de certification. Le trio avait choisi de surfer dans la zone du chenal adjacente à la principale rupture du pipeline, où des vagues plus petites offraient des conditions parfaites. Cependant, des facteurs environnementaux récents avaient créé une situation inhabituelle. Une grande boule d'appât avait été observée dérivant à travers le chenal la veille au soir, attirant la vie marine dans la région. Plusieurs tortues vertes hawaïennes avaient été aperçues remontant à la surface près de la file d'attente tout au long de la matinée, indiquant des opportunités de nourrissage riches qui attiraient également de plus grands prédateurs. Malgré ces signes d'avertissement, une petite pancarte affichée par les sauveteurs indiquant requins aperçus plus tôt avait été largement ignorée. Les requins tigres sont parmi les prédateurs les plus redoutables dans les eaux hawaïennes. Connus pour leurs motifs rayés distinctifs et leurs mâchoires incroyablement puissantes, capables de broyer des carapaces de tortues, ces prédateurs de haut niveau sont des chasseurs opportunistes qui patrouillent les eaux côtières, en particulier autour des canaux où les proies se rassemblent à s'emmêlant. Les requins-tigres possèdent une nature investigative qui les amène souvent à heurter ou à mordre des objets inconnus pour déterminer s'ils constituent de la nourriture. Pendant la journée, les requins-tigres parcourent les canaux en utilisant leur excellente vision pour repérer des proies potentielles. La session du matin se déroulait sans accroc, avec les trois surfeurs attrapant de nombreuses vagues. Mathilda se reposait entre les séries, assise sur sa planche dans le chenal avec ses jambes pendant dans l'eau. Sa planche de surf jaune vif était équipée d'un pad de traction réfléchissant qui captait la lumière du matin, tandis qu'un bracelet de cheville métallique créait des éclats de lumière supplémentaires sous la surface. Bien que les reflets métalliques puissent éveiller la curiosité d'un requin, ils ne sont pas un déclencheur fiable. Les facteurs environnementaux, comme l'activité des poissons appâts, sont bien plus importants. Ces éléments à fort contraste créaient des stimuli visuels qui attireraient le prédateur de pointe de la région. Un requin-tigre de 12 pieds patrouillait le chenal de sable qui reliait les eaux profondes au large aux zones de récifs peu profondes. Le prédateur massif se déplaçait avec des mouvements délibérés, ses nageoires pectorales légèrement inclinées vers le bas dans un comportement d'investigation. Le requin avait probablement été attiré par l'activité des tortues, mais la position de Mathilda et le contraste visuel de son équipement ont éveillé sa curiosité. Le contact initial était venu sous la forme d'un léger coup de dessous, le large museau du requin entrant en contact avec le dessous de la planche de surf de Mathilda. L'impact l'a délogé de sa position assise, la faisant glisser dans l'eau directement au-dessus du prédateur massif. En entrant dans l'eau, les instincts prédateurs du requin-tigre sont passés de l'investigation à l'action. Le requin a donné une rapide morsure partielle à son mollet gauche extérieur, ses mâchoires puissantes se refermant avec suffisamment de force pour pénétrer le matériau de la combinaison et les tissus sous-jacents. La morsure a créé des lacérations profondes à travers le tissu musculaire mais a évité les artères principales, caractéristiques des morsures d'essai de requins-tigres qui servent à évaluer la proie plutôt qu'à la consommer immédiatement. Le requin a relâché sa prise presque immédiatement après la morsure initiale, un comportement typique des requins-tigres lorsqu'ils enquêtent sur une proie inconnue. Les requins-tigres donnent souvent une seule morsure d'essai et se retirent à moins que l'objet ne se comporte comme une proie, rendant les blessures non mortelles plus courantes que les blessures mortelles sur les spots de surf à Hawaï. Le prédateur s'est ensuite éloigné de la zone immédiate, sa curiosité apparemment satisfaite. Ce schéma de morsure d'investigation est courant chez les requins-tigres et entraîne souvent des blessures survivables. Charlie a immédiatement reconnu l'urgence et a pagayé sa planche entre Mathilda et l'endroit où le requin avait été aperçu. Rochelle est arrivée avec sa planche de sauvetage, sa formation de sauveteuse prenant le relais alors qu'elle coordonnait le sauvetage. En travaillant ensemble, ils ont placé Mathilda allongée sur la planche de sauvetage en gardant sa jambe blessée surélevée. Charlie a retiré son leash de surf et avec une serviette de plage a créé un garrot improvisé pour contrôler le saignement. Le groupe a pagayé directement vers le rivage où les sauveteurs en attente ont appliqué le matériel médical approprié et ont initié les protocoles de contrôle de l'hémorragie tandis que les services d'urgence étaient contactés. La réponse rapide s'est avérée cruciale pour empêcher que la blessure ne devienne mortelle. Mathilda a été transportée dans un centre de traumatologie où les chirurgiens ont réussi à réparer le tissu musculaire endommagé dans son mollet. Bien que la blessure ait nécessité une rééducation intensive, la fonction de son membre a été préservée et les autorités hawaïennes ont mené une enquête standard sur la rencontre avec le requin en examinant les protocoles de sécurité au spot de surf populaire.
L'incident a renforcé l'importance de respecter les avis de requins affichés et de rester conscient des facteurs environnementaux. L'incident sur la côte nord a démontré que même les rencontres non mortelles avec des requins peuvent avoir des conséquences graves, mais ce ne serait pas la dernière rencontre dangereuse de l'année. Loin des eaux tropicales d'Hawaï, dans l'immense bleu profond des Bahamas, un autre jeune allait bientôt faire face à une situation très différente, alors que Declan Hayes se retrouvait à la dérive dans les eaux océaniques où une autre espèce de requin règne sur les profondeurs. C'était le 22 mai 2018, lorsque ce qui avait commencé comme une livraison de yachts de routine dans les eaux cristallines d'Exuma Sound, à environ 30 milles nautiques au sud-est de Nassau, aux Bahamas, se transforma en un cauchemar qui mit en lumière les dangers mortels cachés dans l'océan bleu profond. Les eaux immaculées s'étendaient à perte de vue dans toutes les directions, leur couleur bleu cobalt indiquant des profondeurs dépassant 6000 pieds. De légères ondulations parcouraient la surface, alors que les alizés doux créaient des conditions de navigation parfaites. Stellan Quinn, un marin expérimenté de 29 ans et capitaine de livraison de yacht, avait été engagé pour transporter un voilier de 45 pieds de Nassau aux îles turques et caïques. L'accompagnant était Rina Wells, sa partenaire de voile et navigatrice de 27 ans qui gérait les communications depuis la barre. Le duo avait effectué des dizaines de livraisons similaires ensemble. La livraison se déroulait sans accroc jusqu'à ce que le moteur diesel du yacht tombe soudainement en panne alors qu'il naviguait au moteur par vent léger. Le dépannage initial a révélé que des débris avaient encrassé l'hélice, empêchant le moteur de fonctionner. Avec une brise minimale, Stellan a pris la décision de dégager l'obstruction manuellement plutôt que d'attendre des vents plus forts. Le yacht dérivait lentement dans les eaux profondes tandis que des poissons pilotes et des rémoras commençaient à se rassembler autour de la coque. Plus inquiétant encore, plusieurs ailerons dorsaux avaient été observés rôdant au-delà du tableau arrière, indiquant la présence de grands prédateurs pélagiques. Les requins longimanes restent généralement à quelques pieds de la surface en eau profonde, descendant rarement à de grandes profondeurs lorsqu'ils enquêtent sur les navires. Les requins océaniques à pointe blanche sont parmi les prédateurs les plus dangereux dans les environnements océaniques ouverts, connus pour leur comportement audacieux et persistant autour des navires et des nageurs en eau profonde. Ces puissants requins, mesurant généralement entre 3 et 4 mètres de long, dominent l'écosystème pélagique où peu d'autres grands prédateurs s'aventurent. Contrairement à leurs cousins côtiers, les requins à pointe blanche océaniques montrent peu de crainte envers les humains et s'approchent souvent des bateaux avec une curiosité agressive. Leur caractéristique la plus dangereuse est leur tendance à tourner autour de proies potentielles avec un rayon décroissant tout en affichant des postures de menace. Lorsque les requins à pointe blanche océaniques abaissent leurs nageoires pectorales et commencent des cercles serrés, les biologistes marins reconnaissent cela comme un comportement classique de pré-attaque. Malgré la présence évidente de grands requins dans la zone, Stellan est entré dans l'eau avec seulement un masque de plongée et un couteau, ayant l'intention de dégager rapidement l'hélice enchevêtrée. Entrer dans les eaux libres avec des requins océanique à pointe blanche qui tourne est considéré comme extrêmement risqué, car cette espèce est connue pour passer rapidement de la curiosité à l'agression. L'erreur fatale a été son échec à installer une ligne de sécurité ou à créer une barrière entre lui et l'océan ouvert, le laissant complètement vulnérable. Rina surveillait depuis le pont, mais sans équipement de sécurité adéquate, sa capacité à aider était fortement limitée. Un requin océanique à pointe blanche de 3,30 m avait tourné autour du yacht pendant plus d'une heure, affichant le comportement d'investigation caractéristique de l'espèce. Lorsque Stellan est entré dans l'eau, le prédateur massif a immédiatement modifié son schéma de nage, abaissant ses nageoires pectorales en position horizontale et resserrant son approche circulaire. Ce changement de posture signalait la transition de la curiosité à l'évaluation prédatrice. Le premier passage du requin l'amena à portée de main de Stellan alors qu'il travaillait sous la coque, mais le prédateur continua de tourner sans entrer en contact. Cependant, chaque cercle suivant rapprochait le requin océanique à pointe blanche et ses mouvements devenaient plus erratiques et agressifs. La persistance du requin s'intensifia rapidement lorsqu'il détecta la vulnérabilité de Stellan. L'attaque initiale est survenue sous la forme d'une rapide avancée qui a mordu l'avant-bras gauche de Stellan. Les puissantes mâchoires du requin se sont refermées avec une force écrasante qui a fracturé les os et sectionné des vaisseaux sanguins majeurs. Stellan a tenté de nager vers l'échelle de bain du yacht, mais la blessure et la perte de sang avaient déjà commencé à compromettre sa force. Le requin océanique à pointe blanche a relâché sa prise initiale, mais est immédiatement revenu avec un angle d'attaque plus élevé, cette fois ciblant la cuisse supérieure de Stellan. La deuxième morsure a été plus dévastatrice, les dents du requin pénétrant profondément dans le tissu musculaire et sectionnant l'artère fémorale. Le violent mouvement de tête qui a suivi a causé d'importants dommages au tissu et a accéléré la perte de sang. Alors que Stellan perdait sa prise sur l'échelle de bain, le requin a exécuté une troisième et dernière attaque, mordant son bas-ventre avec un effet dévastateur. Lors des attaques en pleine mer, les requins longimanes effectuent souvent plusieurs petites morsures qui s'intensifient en un événement de nourrissage plutôt qu'une seule morsure massive au torse. La force écrasante a causé des dommages aux organes internes, tandis que le mouvement de secousse du requin empêchait toute possibilité de fuite. La perte massive de sang due à de multiples blessures artérielles, combinée au traumatisme d'être tiré sous l'eau à plusieurs reprises, a causé une perte de conscience rapide et la mort en quelques minutes. Les autorités maritimes bahamiennes ont lancé une enquête sur l'incident en se concentrant sur les protocoles de sécurité pour les livraisons de yachts dans les zones océaniques éloignées. La communauté de la voile a pleuré la perte d'un capitaine expérimenté.
La famille de Stellan a créé une fondation pour promouvoir l'éducation à la sécurité en mer. La tragédie dans les eaux des Bahamas ne serait pas la dernière rencontre avec un requin cette année-là. Dans les eaux côtières au large de l'Afrique du Sud, un autre homme de mer expérimenté découvrirait bientôt que même des environnements familiers peuvent cacher des surprises mortelles, alors que Canyon Williams se préparait pour ce qui semblait être une expédition de pêche en kayak de routine. C'était le 11 juillet 2015, lorsque ce qui avait commencé comme une prometteuse expédition de pêche en kayak tôt le matin au large de Cape Point, Western Cape, Afrique du Sud, se termina en tragédie qui a secoué la communauté locale des pêcheurs. La côte escarpée, où l'océan Atlantique et l'océan Indien se rencontrent, crée l'un des environnements marins les plus dynamiques au monde, avec des courants puissants et des systèmes de remontée d'eau qui soutiennent une vie marine abondante. Une légère houle roulait sur le tombant du récif, tandis que des nappes de brouillard dérivaient sur l'eau, créant des conditions parfaites pour la pêche au céréole. Canyon Williams, un pêcheur en kayak expérimenté de 27 ans et guide de pêche à temps partiel, avait lancé son kayak avant l'aube pour cibler la légendaire migration de céréoles qui se produit pendant les mois d'hiver austral. L'accompagnant était Mason Clark, un autre pêcheur en kayak de 29 ans qui maintenait une position à environ 20 mètres de côté en tant que compagnon de sécurité. Le duo avait choisi ce matin particulier car les prévisions météorologiques indiquaient des conditions optimales. La pêche du matin avait dépassé les attentes, les deux pêcheurs ayant réussi à cibler le Yellowtail le long du bord du récif où le plateau continental plonge dans les eaux profondes. Cependant, Canyon avait pris la décision d'utiliser un système traditionnel de corde courte, remorquant les poissons saignants directement derrière son kayak plutôt que de les stocker dans le compartiment de la coque. Cette pratique créait une traînée d'odeur continue qui s'avérerait fatale. Les pêcheurs en kayak en Afrique du Sud conseillent fortement de stocker les poissons à l'intérieur de la coque ou d'utiliser des filets de conservation scellés précisément pour éviter les événements de prédation liés aux traînées d'odeur. La zone où ils pêchaient était bien connue comme un corridor actif de phoques où les otaries à fourrure du Cap transitent régulièrement entre leur colonie continentale et leur zone d'alimentation au large. Les grands requins blancs sont les souverains incontestés des eaux sud-africaines, la région de Cape Point abritant certains des plus grands spécimens au monde. Ces prédateurs massifs, dépassant souvent 15 pieds de longueur, patrouillent les routes de transit des phoques avec une précision méthodique, utilisant leurs incroyables capacités sensorielles pour détecter la moindre perturbation ou trace olfactive. Les grands blancs sont des prédateurs embusqués qui comptent sur la discrétion et une puissance explosive pour capturer leur proie, approchant souvent par en dessous pour maximiser l'effet de surprise. Leur force de morsure puissante et leurs dents dentelées acérées comme des rasoirs sont spécifiquement évoluées pour s'attaquer aux grands mammifères marins. La matinée s'était déroulée sans incident jusqu'à ce que le kayak de Canyon commence à créer un panache de parfums concentrés à partir de la céréole saignante attachée à sa corde. Le sang du poisson se dispersait le long de la ligne de courant, créant une autoroute olfactive qui s'étendait sur des centaines de mètres derrière sa position. Un grand requin blanc de 15 pieds patrouillait dans les eaux plus profondes lorsqu'il a détecté la trace olfactive et a commencé à la suivre en amont vers sa source. L'attaque est survenue sans avertissement, alors que Canyon se concentrait sur la structure près du bord du récif. Le grand blanc a surgi des profondeurs avec une force explosive, sa masse massive perçant la surface alors qu'il percutait la poupe du kayak avec un impact dévastateur. Les attaques de kayak en Afrique du Sud commencent généralement par un coup d'essai avant une frappe complète, bien que des attaques surprises se produisent de près des couloirs de phoques. La collision a soulevé toute la partie arrière hors de l'eau avant que le poids du requin ne fasse chavirer l'embarcation, projetant Canyon dans l'eau juste à côté de sa corde de poisson saignant. Le premier coup du requin a été suivi immédiatement par une morsure prédatrice alors que Canyon luttait dans l'eau à côté de son kayak renversé. Les mâchoires massives du grand blanc se sont refermées sur la partie supérieure de la cuisse gauche et la région des fesses de Canyon, ses dents dentelées pénétrant profondément dans le tissu musculaire et sectionnant des vaisseaux sanguins majeurs. La force de morsure écrasante a fracturé le fémur tandis que le puissant mouvement de tête du requin a intensifié les dommages au tissu et accéléré la perte de sang. Le prédateur a brièvement relâché son emprise, permettant à Canyon de tenter de grimper sur la coque renversée, mais la perte massive de sang et le choc avaient déjà commencé à compromettre sa force. Le grand blanc est revenu pour une deuxième morsure dévastatrice sur le bassin et le bas-ventre de Canyon. Les dents du requin ont pénétré des organes vitaux tandis que la force écrasante a causé des blessures internes catastrophiques. Mason, témoin de l'attaque depuis sa position proche, a immédiatement pagayé vers la scène tout en frappant l'eau avec sa pagaie pour dissuader le prédateur massif. Ces actions agressives ont fait que le grand blanc a lâché prise et a replongé dans les profondeurs. Vaughn a rapidement sécurisé Canyon avec une laisse de pagaie et a commencé un remorquage d'urgence vers un bateau de ski qui avait répondu à leur appel. Malgré une réponse rapide et des efforts de premiers secours immédiats, les blessures de Canyon étaient trop graves pour survivre au transport vers les installations médicales à terre. La combinaison d'une perte de sang massive due à des artères sectionnées, de blessures écrasantes aux organes vitaux et de l'état de choc avait dépassé la capacité de son corps à maintenir la vie. Canyon a succombé à ses blessures avant que des soins médicaux avancés ne puissent être prodigués. Les autorités maritimes sud-africaines ont mené une enquête approfondie sur l'incident, en examinant les protocoles de sécurité pour la pêche en kayak dans un territoire connu pour les grands requins blancs. La communauté locale de pêcheurs a été dévastée par la perte d'un pêcheur expérimenté. La famille de Canyon a créé une fondation pour promouvoir la sécurité de la pêche en kayak. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.